Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis accompagné de Claude. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Ça va bien aussi. On poursuit notre série sur les questions que tu reçois. On en a fait un premier sur l'intelligence artificielle. Maintenant, on va basculer sur les renseignements personnels, puisque au Québec, avec l'arrivée de loi 25, ça a bousculé beaucoup de choses, créé beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'inquiétudes. Fait que je vais te laisser aller avec ça. Dans le fond, on va raccourcir le nom. On va parler de PRP, protection des renseignements personnels. Ça fait que pour les gens, c'est quoi une information? On va commencer par le début. C'est quoi une information personnelle? Ça dépend des lois, ça dépend des juridictions. En général, on va assimiler de façon large, une façon au pouce. C'est une information qui est capable d'identifier une personne de façon unique. Ou en tout cas relativement unique, qu'on est capable de rapidement la cibler. Donc ça, c'est un espèce de grand ensemble de comment on peut le détecter. Les petits éléments spécifiques, là, un juriste va être capable de vous guider, mais au pouce, là, vous sentez qu'il y a de l'information personnelle, si vous êtes capable d'identifier la personne à partir de ces informations-là, ça en est. Le NAS est un très bel exemple de ça, qui identifie de façon unique chaque personne. Une adresse peut l'être dans certains contextes, dans d'autres pas, donc c'est pour ça qu'il faut voir. Mais de façon générale, il vaut mieux pencher du côté de la prudence. Donc, du moment où on est capable d'identifier quelqu'un, un numéro de téléphone, une adresse, NAS, des éléments de ce type-là qui peuvent encadrer, ou même des numéros uniques en entreprise ou dans des choses comme ça, dans vos bases de données, ça peut devenir à certains égards de l'information personnelle. Est-ce que des informations d'une entreprise, mettons qu'on a un client en PME, on parle toujours en PME, on a un client, est-ce que c'est un renseignement personnel? Ça dépend quel type d'information sur le client. Si ça représente une autre entreprise, non. Si ça représente une personne d'une autre entreprise, potentiellement oui, parce qu'on est capable de l'identifier de façon unique, l'individu, ou si on a des éléments qui sont rattachés à ça. Mais au niveau personnel, c'est vraiment une personne qu'on identifie, pas une entreprise. Donc, si c'est juste l'adresse d'entreprise avec un numéro d'extension téléphonique, non. Si c'est une information comme des photocopies de passeport, on l'a déjà vu dans des entreprises, des NAS ou des informations comme ça, oui, à ce moment-là, ça devient de l'information personnelle, même si c'est des clients, même si c'est des choses comme ça. Ça veut dire qu'un dossier, mettons, un département RH dans une PME pourrait être assujetti à la protection des renseignements personnels parce qu'il y a soit mettons qu'on travaille avec des travailleurs étrangers, c'est beaucoup de plus en plus une évidence au Québec, il y a des travailleurs étrangers à court, moyen et long terme. Ça veut dire que ces dossiers-là pourraient être assujettis. Ça pourrait, là, t'embarques dans les RH, là, il y a des exceptions au niveau de la loi. Moi, je ne suis pas spécialisé. Ça, allez vérifier vraiment qu'un avocat au niveau des exceptions. Mais à vue nez, là, c'est comme ça sent. Ça sent le renseignement personnel. Ça sent les choses comme ça. Fait que déjà là, si vous avez cette sensibilité, ça le sent. Ensuite, allez consulter un expert qui va être capable de vous dire si ça l'est vraiment ou pas. Il vaut mieux que vous êtes du côté de la prudence parce que si c'est des informations personnelles et vous ne les traitez pas avec la sensibilité, les choses nécessaires et que vous faites prendre dans une fuite de données, par exemple, vous faites attaquer, vous aurez plus de problèmes que si vous avez été plus prudent puis de vous assurer consulter un avocat qui va être capable de vous répondre à ce sujet-là. Là, je ne sais pas si tu as répondu à cette question-là, mais on va peut-être développer. Quels sont les enjeux de base pour la PRP? Toujours au niveau de la PME. Les enjeux, c'est déjà de savoir où cette information-là existe. Parce qu'en PME, on a très peu d'outils, on est très peu familier avec ce genre de choses-là. C'est nouveau pour beaucoup de PME devoir se préoccuper de l'information personnelle parce qu'avant, on n'avait pas vraiment besoin, fait qu'on ne le faisait pas. Donc, c'est de savoir l'existence. Elle est où, cette donnée-là? Elle existe dans quoi? Elle existe dans des fichiers? Elle existe dans des ordinateurs? Dans quel ordinateur ça existe? Est-ce que c'est sur des téléphones intelligents? Fait que c'est un énorme défi qu'il y a avec ça. Et ensuite, une fois qu'on l'a répertorié, ce qui est déjà énorme, mettre des mesures de protection pour qu'on traite de façon plus sécuritairement, si on veut, cette information, la protéger adéquatement pour éviter qu'elle se retrouve dans une fuite de données, que quelqu'un la trouve dans des dossiers qui se retrouvent à la poubelle, dans des disques durs que vous vendez ou des choses comme ça. Fait que, il y a plein de scénarios, mais déjà de savoir où elle est, c'est la première étape qui, je crois, est la plus essentielle dans le processus. Mais dans le fond, comme c'était ma suite de questions, qui est concerné?
par les renseignements personnels. Ça veut dire que, comme tu dis, autant la personne qui va monter les ordinateurs, qui va changer les disques durs, tous les membres de la PME doivent être de près ou loin être concernés par ça. Ben, nécessairement, au sens de la loi, le plus haut dirigeant a la responsabilité légale de cette information-là. Il peut la déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce genre de choses-là. Donc, il doit s'établir une culture dans l'entreprise pour s'assurer que les gens reconnaissent l'information personnelle et agissent en conséquence. Et autant que possible, puis ça, c'est mes années avec PCI DSS au niveau de la gestion des cartes de crédit. Si vous pouvez cloisonner cette information-là à le plus petit nombre de personnes possible, limiter les contacts, limiter les systèmes qui ont cette information-là, faites-le parce que ça va régler beaucoup de votre problème de conformité associé à ça, à la protection. Donc, vous allez vous concentrer vos énergies sur un plus petit nombre de systèmes, un plus petit nombre de personnes qui vont avoir à toucher à ça. Donc, vous réglez une partie de votre problème en isolant cette information-là de l'ensemble de vos systèmes. OK, c'est bien. Dans le fond, c'est quoi l'obligation? On parle de loi 25, on va parler de tout a été made in pot, comme on pourrait dire. C'est quoi les obligations des PME face à cette arrivée de cette nouvelle loi au niveau des renseignements personnels? Ce qui change vraiment avec cette loi-là, c'est l'arrivée avec des pénalités financières dans le cas de fuite de données. C'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, c'est pour ça que les gens s'en préoccupent, parce que maintenant, il peut y avoir des amendes qui sont associées, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça, c'est le changement majeur. Donc, d'où tout l'intérêt de se préoccuper de ces données-là et des protéger adéquatement. Il y a plusieurs petites nuances. Le fait de la localisation des données, maintenant, doit être regardée, comment on la traite, s'assurer que nos fournisseurs font aussi attention que nous à cette information-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de limiter le plus petit nombre de personnes ou de fournisseurs qui ont accès à ces informations-là, justement pour éviter des problèmes qui pourraient venir nous mordre plus tard, parce que c'est toujours au niveau des sanctions, des pénalités financières qui vont venir se faire rattraper. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est connu pour pas mal de gens. La quantité de fuite de données qu'on a autant au Québec, Canada, en Europe, entre le monde, est quand même en croissance. Les attaquants ne se gênent plus. Les attaquants vont même utiliser ces lois-là contre nous. Donc, pour une PME qui ne voudrait pas payer, l'attaquant va dire qu'il va faire une plainte à la commission d'accès au Québec, par exemple, ou l'équivalent dans d'autres pays, justement pour mettre de la pression pour assurer que les gens payent, parce que d'un côté, ils vont avoir payer une pénalité financière à la commission d'accès ou aux malveillants qui est rentré dans les systèmes. Ce genre de choses-là. Donc, on se fait dans ce genre de situation-là où il y a une capacité de monétiser l'existence de cette loi-là, ce qui a aggravé un peu la situation pour les PME qui, malheureusement, ne sont pas nécessairement outillés adéquatement. Si on regarde, mettons, d'un prérequis à mettre en place, on parle de registre des incidents. Ça fait partie des certains requis que la loi fait. Effectivement, parce que, puis c'est ça qui est particulier, puis ça l'amène des réflexions qu'on n'a pas l'habitude. Disons, envoyer une lettre à la mauvaise personne est un incident d'information personnelle, ce qu'on n'avait pas avant. Par exemple, si on envoie un relevé de compte à la mauvaise personne, on vient de créer un incident d'information personnelle. Ça n'a pas rapport avec les systèmes informatiques, c'est rien, mais une lettre qui est envoyée à la mauvaise personne peut être un incident. Ça veut dire qu'une PME qui, mettons que la personne inverse dans son état de compte à mauvaise adresse, devrait inscrire dans un registre. Oui, ça fait partie des incidents qui sont contre-intuitifs. On ne va pas penser que ça arrêtait ça, mais ça devient un incident d'information personnelle, un incident de confidentialité en l'occurrence, qui est comme ça. C'est plus un incident informatique. Puis c'est aussi un peu le champ d'application de la loi n'est pas purement informatique. Là, on envoie une lettre par la poste. Ça devient un incident de confidentialité, un incident au sens de la loi maintenant, et qui doit être consigné dans un registre et indiquer ce qui a été fait pour réparer l'erreur qui a eu lieu. Puis dans ce même chose à faire, on voit souvent, on s'est marqué, un responsable doit être inscrit sur le site web. Pourquoi qu'une PME mettrait un responsable? Puis c'est quel responsable qui? C'est ça, de facto, un peu comme je mentionnais, ouais. Le responsable par la loi, c'est le plus haut dirigeant ou le propriétaire de l'entreprise. Donc, lui, si on n'en nomme pas, c'est lui qui l'est de facto, qui est nommé par la loi. Sinon, il peut déléguer à une autre personne ce type de choses-là.
Et je crois, puis là, lancez-moi pas des tomates, vérifiez. Je crois qu'on est capable de déléguer ça à un tiers à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ce tiers-là est capable de prendre ce rôle-là et justement aider les entreprises. Puis, il y a, en Europe, je sais que ça se fait beaucoup. Ici, je n'en ai pas vu, mais d'entreprises qui se spécialisent justement pour guider les entreprises, pas au sens où le déploiement, mais devenir le haut responsable nommé. Et donc, d'être capable de répondre aux questions, de guider l'entreprise, de faire des choix judicieux et qui réduit la probabilité d'un incident et qui met les bonnes activités en place pour que l'entreprise elle connaisse un incident de sécurité. Puis ça, là, c'est inévitable. Faut pas, malheureusement, c'est l'état des choses. Donc, d'arriver que malheureusement un incident arrive et que vous soyez préparé, que ça vous coûte le moins cher possible en termes d'efforts de réparation de l'incident et que tout se fasse le plus doucement possible pour moins perturber les activités qui amènent l'argent à la PME. Là. Dans le fond, ce n'est pas un titre honorifique. Ça s'inscrit dans la démarche d'une maturité au niveau de la PME. Absolument. C'est un peu, oui, mais c'est malheureusement un peu forcé par la loi, mais oui, ça l'amène une maturité forcée de ce type-là. Mais quel style, quelle de sanction s'expose la PME si elle ne répond pas aux exigences? Dans un cas, puis là, c'est là où l'entité qui vient appliquer, c'est un peu la même chose en Europe aussi, a un élément de discrétion. La loi prévoit des pénalités, je pense que jusqu'à 4% du chiffre d'affaires et ainsi de suite. Bon. Donc, la pénalité peut vraiment faire mal financièrement à l'entreprise, mais toujours à la hauteur des moyens financiers de l'entreprise. Donc, ce n'est pas arbitraire. Là, l'entité d'application, au Québec, c'est la commission d'accès, a une capacité discrétionnaire de jouer là-dedans. Donc, dès lors, si l'entreprise a fait des efforts réels qui sont visibles pour la commission d'accès, mais la pénalité va être moindre ou presque inexistante. Si l'entreprise est négligente, ben, la commission d'accès va avoir tendance à aller le plus loin du maximum possible. Donc, le fait d'être bien préparé nous amène du côté du fait qu'on a peu ou pas de pénalités. Que si on n'est pas préparé, ben, on va aller au maximum des pénalités possibles. Fait que c'est un peu l'effet que ça peut avoir. Je ne sais pas si j'ai mal lu, mais je vois qu'il y a le EFVP, le facteur relatif à la vie privée qu'il faut mettre en place. Est-ce que dans les PME, c'est pertinent? Puis si oui, pour l'avoir vécu dans notre entreprise, je trouve ça un peu lourd. C'est une activité qui est effectivement très lourde. Pour une PME, je trouve que ça ne fait pas de sens de l'exécuter comme ça, au sens où j'ai pu le voir dans des plus grandes entreprises. C'est un exercice qui est fait pour évaluer les dommages potentiels et les éléments qui sont associés aux informations qu'on possède. Pour une PME, moi, d'une PME qui ne fait que ça, manipule l'information personnelle, l'exercice, le grand exercice, comme je l'ai vu dans certains cas, est futile parce que n'amène pas une valeur ajoutée pour les petites PME. Donc, dès lors, de juste évaluer un peu, puis essayer de limiter, on revient toujours, j'aime beaucoup mes racines PCI DSS, c'est-à-dire limiter l'information que vous avez autant que possible, conserver que ce que vous avez de besoin, puis en faisant ça d'avance, vous allez vous sauver de l'exercice un peu plus lourd, un peu plus fastidieux qu'un EVP peut représenter. Et il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire ça. Ça n'a pas encore été testé. La commission d'accès ne l'a pas testé dans son exécution. Mais il existe des gabarits sur le site de la commission d'accès qui peuvent vous aider ou encore là, consulter un avocat qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui va être capable de vous osciller à la taille nécessaire de l'exercice dans lequel il est. Et ne faites-vous voir un exercice qui est démesurément grand quand vous n'avez pas tant d'informations. Mais là, tu as dit un mot magique, avocat. Quand on parle pour une PME, on parle des petites, des très grandes PME. Puis là, si on pourrait tout énumérer ce qui est demandé, informer clairement la collecte et l'usage. Est-ce qu'il y a outre les avocats, souvent, des fois, y a-t-il d'autres organismes ou organisations qui peuvent aider une PME à mettre en place, vraiment faire un... Bon, présentement, nous autres, nos renseignements personnels, on se trouve à ce niveau-là, il faut atteindre ce type de niveau-là. Y a-t-il un organisme qui peut aider la PME à ce sujet-là? Normalement, c'est l'avocat qui a le dernier mot. OK. Parce que c'est une loi. Donc, c'est eux qui sont spécialisés dans l'interprétation de la loi.
ce qu'on voit régulièrement, ça c'est la réponse exacte. Ce qu'on voit généralement, il y a beaucoup de gens ou de gens en TI ou en cybersécurité qui vont avoir une certaine compétence dans ce domaine-là parce qu'on y a touché, par intérêt, par choses comme ça. Ces gens-là peuvent vous guider dans la sélection de bons outils. Par ailleurs, comme ils ne sont pas des avocats, ça peut ne pas passer le test si effectivement il arrive une situation qu'il y a un incident de sécurité. Pour en avoir des incidents de sécurité où il y a l'information confidentielle qui est en jeu, c'est des avocats qui sont là tout le temps. C'est pas un spécialiste en cyber. Dès qu'il y a de l'information personnelle qui est en jeu, dès qu'un incident de cette nature-là, que l'entreprise soit immense ou petite, c'est un avocat qui est en cours de choses, qui va faire l'évaluation de la portée des dommages, qui va évaluer quelles sont les mesures correctives à faire, donc ce genre d'éléments-là. Donc, à mon avis, il vaut mieux parler à un avocat avant un incident, parce que quand on arrive dans l'incident, puis là, on doit vivre une situation qui est compliquée et qu'on a un breach coach là, en anglais. En français, la traduction est tout à fait délirante, mais je vais rester avec breach coach, qui vient nous accompagner, qui est un avocat. On est dans un contexte où on est mis comme ça. Fait qu'il vaut mieux se préparer à avoir le stamp final, l'approbation finale d'un avocat sur la démarche qu'on fait, que de se fier à un expert en cyber qui peut vous donner un très bon accompagnement parce qu'on connaît les systèmes, on connaît les choses, mais on n'a pas la pleine connaissance ou en tout cas l'habilitation face à la loi. Dans le fond, penses-tu qu'au niveau avec l'avenue de cette loi-là, les PME au Québec vont prendre conscience de la donnée, que le renseignement personnel, qu'est-ce que ça représente vraiment? Ben, je crois que c'était la volonté du législateur de nous amener là, un peu forcé. Par ailleurs, je déplore un peu au Québec que l'accompagnement donné par le gouvernement ou en tout cas la réflexion du législateur n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut voir dans d'autres pays où il y a des organes gouvernementaux qui accompagnent les entreprises mieux, qui leur donnent une meilleure information, un meilleur accompagnement. Nous, je sens qu'on est plus laissés à nous-mêmes. Puis je pense que beaucoup de PME doivent se sentir laissés à eux-mêmes. Ça s'ajoute à des choses qu'il y avait déjà. Puis souvent, ça devient pas une priorité parce que le réel, il faut livrer, il faut que l'argent rentre, il faut que la business, ça roule. Donc, je pense que c'était la volonté. Est-ce que ça a l'effet désiré? Je ne crois pas. Je crois que ça a plus un peu irrité les gens. Il y a eu beaucoup de débats publics sur ce sujet-là, sur ce genre de choses-là. Je souhaiterais que ça ait cet effet-là. Par ailleurs, pour avoir vu des choses de sensibilisation, je pense que ce n'est pas le meilleur chemin qui va nous amener à une meilleure conscientisation des PME à cette réalité-là qu'il faut qu'ils protègent adéquatement. Jusqu'à temps qu'il va y avoir 2 ou 3 cas très médiatisés de pénalités financières croustillantes qui vont finalement faire peur à suffisamment de propriétaires de PME pour que cet élément-là. C'est malheureux à dire comme ça, là, mais c'est un peu comme ça. Fait que je ne souhaite pas que personne le fasse, mais il va y avoir des cas qui vont faire école, qui vont... dans le fond, l'être humain apprend souvent de même par les... Oui. C'est pour ça que je déplore que le gouvernement n'a pas donné l'accompagnement nécessaire comme on pourrait voir dans d'autres pays, justement pour aider cette montée en compétences-là. Cette montée-là d'arriver, la loi baille, puis on le fait comme ça, justement pour arriver à l'effet qui est de protéger les informations personnelles, qu'on arrive à une meilleure chose, parce que, puis là, c'est là aussi, il faut comprendre, ceux qui vivent les effets d'une fuite d'informations personnelles, c'est pas la PME, c'est pas l'entreprise, c'est pas comme dans le cas, si on prend l'exemple qui est au Québec, Desjardins qui vit les conséquences. C'est le citoyen que ces informations sont rendues dans la nature, qui en a perdu le contrôle, qui vit les conséquences de cet élément-là. Donc, cette loi-là sert à protéger le citoyen contre une manipulation, on pourrait dire, négligente de l'information personnelle. Mais ce qui m'emmène, dans le fond, à ma dernière question. La cyberassurance, est-ce que dans un cas de protection de renseignements personnels, peut être applicable? Oui. Oui, mais là, prenez les grosses pincettes, là, ce que je dis, là, je ne sais pas à quel point ça couvre parce qu'il y a tellement de clauses. Je ne suis pas un spécialiste en assurance. Encore là, consultez votre courtier en assurance, consultez un avocat. On revient toujours au même cas si vous voulez que les façons précises, mais juste pour vous guider dans votre réflexion. Puis je conseille fortement une assurance cyber juste par le fait que cette assurance-là va vous payer un avocat qui va venir vous accompagner,
et généralement une firme spécialisée en cybersécurité qui va être capable de venir vous accompagner. Donc, vous êtes déjà quand même mieux outillé pour ce genre de choses-là. Puis là, on parle de fuite d'informations cyber, hein, même si la loi couvre l'information qui n'est pas cyber. Donc, on est vraiment dans cet univers-là. Donc, il y a un avantage réel de la couverture. Ces assurances-là exigent un certain nombre de prérequis. Et c'est là où on arrive dans le contexte où le fait, est-ce que la loi est suffisante? Non, mais les assurances vont forcer les entreprises à se prendre en main parce qu'ils vont soit refuser d'assurer ou soit ils vont faire des primes d'assurance qui sont très élevées parce qu'on n'a pas atteint des choses. Les formulaires que j'ai vus, puis j'aide certaines entreprises à répondre aux formulaires, sont de plus en plus complexes, posent de plus en plus de questions, puis vont obliger les entreprises à poser des actions, à avoir des backups, à chiffrer ces données. Tout ce qu'on voit dans la loi ou toutes des conséquences de la loi vont être plus ramenées du côté des assureurs qui sont un peu tannés de payer de très gros montants, des rançons, des choses comme ça. Donc, c'est eux qui vont nous amener du côté ça, mais absolument, assurance cyber, c'est prendre la meilleure façon de s'assurer que le business continue à vivre suivant un incident de sécurité au sens large, mais un incident de confidentialité au sens précis du contexte de ce qu'on parle là. Comme tu dis, c'est la dernière question. Oui. Merci pour cette question. C'est un sujet très le fun. C'est le fun d'y revenir une fois de temps en temps parce que les situations évoluent, le contexte, l'environnement change, puis c'est toujours un rappel, une petite piqûre de rappel qui nous permet justement de ramener cette information-là de l'avant-plan. C'est certain pour certaines clientèles qui écoutent le podcast, ils vont dire pourquoi mais il y a beaucoup de questions qui m'ont posées à ce sujet-là. Puis c'est souvent redondant, puis en disant, puis c'est qu'on parle un dialecte. Tous les gens en cyber, pour être une personne en cyber, je comprends le dialecte, mais il y en a d'autres de mes connaissances qui ne sont pas aussi connaisseurs de ce dialecte. Oui, c'est ça. Puis c'est important. Puis tu es un bon relais de ça parce que dans ton entourage, tu reçois les questions. Ce qui fait qu'au moment où on enregistre à milieu 2025, les PME n'ont pas encore une bonne maîtrise de ce sujet-là. Ce qui est un peu triste en soi, mais en même temps, de continuer à faire l'effort de véhiculer la bonne information, les aider à la prise de conscience, puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. C'est ça. Merci, Nicolas. Merci.